suis peut-être pas la mieux placée pour vous parler rugby. Mais si. Bon, encore que je pourrais vous raconter la finale de 73 quand il y avait le Stadeau parce que j'étais sur les épaules de mon grand-père et ça avait été un grand moment structurant pour moi. Mais bon, non. En fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, on n'attendait pas un livre sur le rugby des éditions Arcana 17. Mais en fait, justement, on a voulu faire quelque chose sur le rugby, pas tant sur la troisième mi-temps ou sur les résultats sportifs, mais chercher des hommes et une femme, malheureusement, parce qu'il n'y en a qu'une qui écrit dans ce recueil, qui pouvaient nous parler de ce qu'était la culture rugby, et notamment la manière dont le rugby était lié souvent à nos familles. Vous verrez dans ce livre, il y en a beaucoup qui découvrent le rugby par un père, souvent plus que par une mère, et il y a quelque chose, une relation filiale et quelque chose qui s'établit. Et puis parfois le rugby, c'est un moyen d'accéder à la culture d'un territoire. Thomas qui devait venir ici, ben, il n'a pas pu venir, je l'excuse, mais lui raconte l'histoire de son papa qui était un réfugié espagnol et qui était arrivé à Castres et qui est rentré dans la vie de la ville par le rugby et qui parfois d'ailleurs n'a pas été pris dans la sélection parce qu'il était un peu trop différent, mais c'était à une autre époque. Et puis, on a voulu également parler des femmes. Alors, il y a une toute petite nouvelle à la fin qui parle des femmes, qui est écrite par une femme, c'est la plus trash. Hein. Vous ne commencez pas par la fin, vous commencez par le début pour être bien aguerri. Mais tout simplement parce qu'il nous est apparu que la femme est l'avenir de l'homme, mais c'est aussi vrai pour le rugby quand on regarde la manière dont elle s'engage dans ce sport. Et dans la nouvelle qui est la dernière, il y a aussi tout le capital souffrance. On ne pouvait pas donner que le bon côté du rugby, il fallait voir aussi que parfois il existe, il traîne des choses dans le rugby qui traînent dans toute la société et c'est pas un monde à part. Donc voilà, 10 nouvelles pour ce recueil qui est un recueil régional mais qui est national aussi dans sa diffusion. On a convoqué pour le faire des écrivains d'abord de la grande région, avec des plumes comme Pascal Dessin, qui est bien connu à Toulouse dans le polar, mais également parfois des musiciens comme Thomas. Pierrot il fait un peu l'entre-deux. Et on a même un joueur de rugby, je vous le dis quand même, il s'appelle Yoann Le Bourris. Aujourd'hui il est en Pro D2, mais il a été dans Pro D1, il a été à Castres, et il raconte la finale Castres-Montpellier. Et ce qui est génial, c'est que la finale Castres-Montpellier, il l'a vécu depuis le banc de touche. Et c'est beau parce que il nous raconte une finale, on sent qu'il est dans l'équipe, mais pourtant il ne jouera pas. Et je dois vous signaler qu'il a mis 2 mois pour écrire ce texte. C'est beau parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'écrire. Il m'a dit tu changes ce que tu veux. J'ai changé quasiment rien parce que je voulais pas toucher à son style, quel qu'il soit. Mais bon, je trouve que c'est bien qu'il ait fait ça et ça donne une touche de sincérité supplémentaire au recueil. Donc voilà, je suis contente de vous le présenter parce que c'est un beau bébé, on dirait ça. Voilà, et je vais céder la parole aux auteurs. Hein, il y en a 2 là, 2 Pierre, 2 du département qui ont contribué. Alors, lui va vous... Tu parles pas d'un troisième mi-temps, hein, absolument pas. Tu sors du territoire, hein, il va vous le dire. Toi, tu ne sors pas du territoire. Non, au contraire, je suis très au contraire, tu reviens. Et donc, je leur cède la parole. Tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Je te file le ballon. Ouais. Voilà. J'ai le ballon, donc. Moi, ce qui m'intéresse dans le rugby, au départ, c'est l'enfance. Parce que le rugby, on est pas mal à avoir le même âge. Le rugby, c'est la voix de Roger Coudert à la télé. C'est les assemblées devant la télé avec les papis, les mamies, toute la famille. C'est rater l'après-midi, tant pis, il fait beau, mais on reste pour regarder le match. Je parle des 5 nations. Et ça c'est toujours resté ancré à moi. Je n'ai jamais joué au rugby, sauf au lycée de temps en temps, mais il y avait trop d'accidents, ils ont arrêté les frais. Donc on jouait pour s'amuser avec mes cousins qui, eux, jouaient en club. On apprenait à talonner, on apprenait à faire des passes, on jouait contre les copains du village d'à côté. On avait une 12aine d'années, donc on se mettait pas les châtaignes. Mais on n'était pas loin d'en avoir envie. Parce que le rugby, ça donne envie de ça, de faire un combat. Moi, le combat, je l'ai mené, pour cette écriture, je l'ai mené avec une part de souvenir, mais surtout une grosse part d'invention. Et j'ai essayé d'inclure
la Bigorre où j'habite maintenant, je suis pas d'ici. Moi j'ai grandi à Mazamet, terre de rugby avec Lucien Mias et d'autres. Et maintenant Ramos évidemment. Enfin bref, maintenant je suis en Bigorre. J'ai essayé de m'inclure totalement dans ce territoire en parlant d'un rugby fictif évidemment en Bigorre. Ça parle de l'histoire d'un match qui soulève les passions de tout un village. Et au travers de ce match, on suit en filigrane l'histoire d'un petit garçon dont on comprend qu'il n'est pas de là. Là c'est l'histoire des exils que j'ai commis, le chemin de l'exil, ça c'est mes poésies qui sont également Charc en 17. Donc je reviens toujours aux exils. Et là c'est l'exil d'un autre petit garçon de ma famille qui est ukrainien. C'est mon petit neveu, sa mère est ukrainienne, ses grands-parents aussi. Donc il y a toute cette mini-histoire que j'ai complètement transformée. Mais ça m'a trotté par la tête, je voulais en parler. Ce n'est pas écrit Ukraine, ce n'est pas écrit Étienne Melendez. Mais dans ma tête, il existe. Et la littérature, ça permet ça. Ça permet de parler de quelque chose de très précis, en restant vague, de façon à ce que chacun se l'approprie et se le reprécise à sa façon. Donc là, je parle un peu comme un prof qui ferait une explication de texte, mais ce n'est pas des explications de texte qu'on attend devant des nouvelles, c'est de l'émotion. Et je suis sûr que de l'émotion... Je ne l'ai pas lu encore. On a reçu bien sûr le bon à lire. Moi j'ai rien lu, j'attendais d'avoir le bouquin. Les textes, je les ai eus en main, enfin, sur papier, mais je les ai laissés, je ne vais pas les lire, je verrai quand le bouquin sera terminé. Donc maintenant le bouquin est terminé, donc vous tous vous allez le lire, mais nous aussi maintenant. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, mon histoire personnelle avec le rugby, en termes de joueurs, elle s'est arrêtée très tôt à Saint-Pé de Bigorre après un grand coup de pied au genou. Et j'étais très jeune, et ça m'a permis de démarrer une autre carrière, qui était une carrière de rocker, de musicien, etc. Tout en sachant que j'ai bien compris de suite qu'à ce moment-là, les valeurs du rock et du rugby étaient à peu près les mêmes. Il y avait du combat, le goût du panache, et puis le goût de l'aventure aussi, quoi. C'était ça, quoi. Par contre, moi j'étais élevé dans une famille de rugby où tout le monde jouait, y compris une de mes sœurs qui était à l'époque à Tarbes, il y avait un club qui s'appelait les Oursonnes. J'avais Frangine qui jouait aux Oursonnes, j'étais plus le seul, mais mon cousin était talonneur au Stadeau à Tarbes, était international France B, etc. Mes cousins, l'autre était international à 13, quoi. Moi j'étais élevé dans le rugby, et puis j'avais un papa qui était cheminot, qui ne voulait absolument pas d'autres moyens de locomotion que le train, donc il n'avait pas le permis. Et dès que j'étais en âge de pouvoir conduire et d'avoir une voiture, c'est moi qui l'amenais voir les matchs. Alors lui, il était calé avec les horaires de train, quoi, donc c'était compliqué, quoi, parce que dès qu'il voyait un train qui venait croiser sur la route, il me dit là, si c'est le 857 Tarbes, etc., c'est qu'on est en retard. Parce que en plus, comme à ce moment-là, je jouais, j'étais musicien, moi. Je rentrais à 3 ou 4 heures du matin parce que j'avais le concert à Bayonne ou à Bordeaux, etc. Il fallait que je me réveille tôt pour amener papa au rugby. C'est des histoires de famille, le rugby. Mais après, ça a été aussi des histoires beaucoup plus sociales, quoi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris ma nouvelle. C'était ce que j'appelle l'époque de la sociale, l'époque où on allait voir jouer les copains de l'usine, des ateliers, où ça avait du sens, quoi. Où ce rugby était, et en plus je parle de Tarbes, qui était un club, le club roi de Bigorre, avec, à l'époque, et où on avait, le rugby à l'époque-là, c'était les agriculteurs, donc c'est le monde rural, et c'était l'usine, etc. Donc Tarbes, l'Arsenal, Tarbes, les ateliers municipaux, je travaillais aux ateliers municipaux, et on avait Alain Tellet qui était pilier au Stadeau, on avait La Roche qui était pilier au Stadeau, on avait Abadi qui avait été champion de France en 73, tous ces gens-là étaient là. Donc on allait voir d'abord les copains quand on allait voir le rugby, et il y avait à Tarbes une équipe qui appartenait au Tarbais. Je sentais ça, moi. Je sentais ça, je sentais cette appartenance. Je me souviens que quand on rentrait le week-end, qu'on n'avait pas pu voir le match, mon père faisait passer autour de l'Europe, parce que l'Europe, il y avait un petit fanion du Stadeau, il était éclairé que si le Stadeau avait gagné. Quand on était aux Champignons ou autre, qu'on n'avait pas pu voir le match, il fallait qu'on passe devant chez Siméon à Tournaille, parce que c'était un fan du Stadeau, il foutait le drapeau si on avait gagné. Tout ça, ça a construit une jeunesse, et moi je suis parti sur une histoire d'une bande de copains qui
qui s'en vont au Pays de Galles, parce que le Pays de Galles, c'était à l'époque quelque chose qui ressemblait à ce que moi je vivais, quoi. Un rock'n'roll social, très ouvrier, un rugby social ouvrier, et qu'on retrouvait avec ce rugby gallois, qui était le rugby qui était issu des usines, etc., et avec tout un monde musical autour, avec ce qu'on appelait les brass bands, etc. Et je l'ai fait parce que j'ai vraiment l'amour de ce sport tel qu'il était à l'époque. Alors effectivement, je suis comme beaucoup de copains ici, la Coupe du Monde va arriver, on est comme des fous, quoi. On est comme des fous. Moi, je crois que la veille du match, je ne dormirais pas, comme si j'allais jouer, quoi. Pour autant, ce rugby-là, il a tellement changé, Une petite anecdote, si je suis pas trop long, j'ai un ami qui est journaliste, et qui a été voir le match à Saint-Étienne, France-Écosse, et il me disait, mais c'est fou, il y a maintenant des panneaux, comme chez Hanouna, quoi, où on dit applaudissez, siffler, marseillaise, donc il faut chanter la marseillaise. Je n'ai rien contre la marseillaise, au contraire, mais c'est un hymne, c'est pas un chant de supporters. Et y compris lorsque Dupont met le pied en touche et qu'il est sifflé par l'arbitre, mais qu'il faut le siffler. Et voilà, ce virage me fait très peur, ouais, me fait très peur. TF1, quand on aime le rugby, on aime l'entrée, on aime les gens qui sortent du couloir, on aime voir les mecs, comment ils se positionnent, comment ils se regardent. Parce que vous regardez les matchs de TF1, quand ils sont sur le terrain, pouf, page de pub. Ce rugby-là, je l'aime, je veux le regarder, mais j'ai très peur que nos valeurs s'en aillent avec ça, parce que les valeurs que j'ai la prétention de me raconter, quoi, c'est des valeurs humaines, quoi. Je fais état d'une discussion, d'une soirée que j'avais eue avec Daniel Herrero, avec André Luba, Marc Perron, etc., après un concert où Herrero me racontait ce truc extraordinaire. Il parlait de l'époque où il y avait les grandes grèves dans le vignoble, dans le Midi Rouge. C'était des années, je sais plus, quoi, 80, mais c'était très puissant, quoi. Non, même avant, c'était les années 13 ou 14, je sais plus, quoi. Et l'équipe de Narbonne, ce n'était que des vignerons, quoi. Que des vignerons, quoi. Les mecs, ils partaient jouer, ils allaient jouer contre Montferrand. Montferrand, c'était Michelin. Le patron de Michelin, il ne sélectionnait pas de syndicalistes. Ça, c'était clair. Tu voulais jouer à Montferrand, il fallait pas être syndicaliste. Et alors le mec, l'entraîneur, c'était génial, il les réunissait au pied de la vigne avant de partir, avant de prendre le bus, je sais pas quoi, à l'époque, ou le train, n'importe quoi. Il leur disait, attention, une défaite de Montferrand est une victoire de la classe ouvrière. Ce rugby-là social, c'est de celui-là que je parle. Voilà. Et donc, ben, ouais, j'ai pas lu le livre non plus, quoi. Ouais, voilà, j'ai pas dit que c'est pas pareil. Je suis pas sûre. Voilà ce que je pouvais dire sur ce bouquin. Je suis très fier d'y avoir participé parce que c'est quelque chose de local. Sachez qu'on a un beau signal quand même. Quand on sort un livre, immédiatement on sait dans combien de librairies il est commandé. Hein. Et là, ce livre-là, il est commandé au moment où je vous parle dans plus de 1000 librairies. Ah ouais, sur le territoire. Donc ça veut dire que, je sais pas si on va aller partout, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pas nous, hein, simplement ça veut dire que le rugby, ça trouve encore, c'est un ressort pour toute la population. Je me demande si d'ailleurs on ne va pas racheter le local en face pour agrandir. Et on a une confidence à vous faire, c'est qu'il y a un monsieur là qui est écossais. En fait, il est français depuis 15 jours, puisqu'il vient de se faire naturaliser. Et je lui ai proposé d'écrire une nouvelle et il l'a refusé. Il aurait pu chanter au Flamand Scotland. Et tu aurais pu chanter Flamand Scotland, quoi. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu faire.